sera consacrée aux nutriments. Cette série est à destination des étudiants infirmiers. Elle concerne, pour la première vidéo, l'unité d'enseignement 2.1 du premier semestre. Le but de ces vidéos est avant tout de vous fournir des points clés, des points essentiels sur différentes UE que vous rencontrerez durant votre cursus, donc ces 3 années d'études. Pas du tout de suppléer aux cours qui sont dispensés par les universités dont dépend votre IFSI. Absolument pas de les remplacer, en sachant que ces cours seront très différents d'une fac à l'autre, mais on retrouve quand même des points assez similaires, et le but en fait de nos vidéos va être avant tout de donner une espèce de boîte à outils qui vous servira à comprendre les cours et à mieux appréhender peut-être les contenus qui seront dispensés au sein de vos IFSI. Donc nous commencerons cette série sur les nutriments avec d'abord des rappels sur les nutriments, une petite définition. Donc nous parlerons des macro et des micronutriments, les protéines, plus exactement les protides, les lipides et les glucides. On parlera aussi des micronutriments avec les oligo-éléments, les vitamines, les sels minéraux. Puis ensuite, nous essaierons de faire un chapitre sur les carences alimentaires, sur l'équilibre alimentaire et sur les excès alimentaires avec les pathologies associées. Tout ça de façon très simple. Et puis nous parlerons du chapitre qui en général fait glousser tous les étudiants, c'est le métabolisme, puisque c'est tout un tas de réactions chimiques qui concernent donc la nutrition et le catabolisme et l'anabolisme des nutriments. On verra ce que c'est au sein de ce chapitre. Donc nous allons commencer tout de suite par une petite définition sur les nutriments. Alors le nutriment, c'est l'ensemble des composés organiques et minéraux qui sont nécessaires à l'organisme vivant pour assurer ses fonctions et entretenir la vie. Donc ça veut tout dire, c'est-à-dire que c'est tout ce que vous allez en fait consommer dans votre alimentation et tout ce qui sera issu aussi du milieu naturel, on verra comment, et qui va permettre à l'organisme de couvrir ses besoins qu'on appelle physiologiques, avec une belle faute ici, notamment en termes de croissance et de développement. La nutrition, c'est le processus d'assimilation des nutriments, et nous verrons qu'il y a diverses classifications selon la fonction chimique, selon la destination du nutriment dans l'organisme, etc. C'est une chose sur laquelle on va passer parce que voilà, les classifications sont un petit peu hauteur dépendante, c'est-à-dire qu'on peut les classer selon leur fourniture d'énergie, on parlera des protides, lipides, glucides, etc. On peut les classer selon la destination de l'organisme, c'est-à-dire si ils sont destinés à former des molécules de soutien et donc par exemple l'ossature, etc. Des molécules de régulation avec les hormones et tant d'autres. Donc on n'en parlera pas parce que chaque auteur va avoir une classification et la classification n'est pas tellement importante pour comprendre le cours. Alors, nous commençons avec les protides. Les protides, et on le verra pour les 3 grandes familles de nutriments que sont donc protides, lipides et glucides, on partira toujours d'une brique de base, une unité de base sur lesquelles donc vont se construire les 3 modèles, c'est-à-dire qu'on aura une brique, et lorsqu'on associera ces briques qui sont plus ou moins identiques, on va former des murs de plus en plus gros, et c'est ce qui va former donc les protides, les lipides et les glucides. Dans le cadre des protides, l'unité de base, donc la perle qui va constituer le collier ou la brique qui va constituer le mur, c'est ce qu'on appelle un acide alpha-aminé. Alors,
on va essayer de définir ces termes-là. Déjà, si on ne se souvient pas de ce qu'est un acide aminé, de quoi il est composé, il suffit de lire le mot et on a tout de suite la réponse. Voilà. Un acide aminé, c'est quelque chose qui contient une fonction acide, qu'en chimie on va appeler acide carboxylique, et une fonction amine. Et alpha, on va voir pourquoi, parce que en fait, euh, ça correspond à une position du carbone au sein de la molécule. On va l'expliquer plus tard. Il y a 20 acides aminés qui sont connus et qui sont naturels, c'est-à-dire qui existent dans la nature de façon normale, qui ne sont pas synthétisés en laboratoire, etc. Ces 20 acides aminés, ils partent tous d'une même structure, d'une même ossature, qui est celle-ci. Cette ossature-là, on voit qu'elle est composée de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, vous avez plus ou moins tous vu ça au lycée. Les formules, donc avec les petites boules là qu'on vous mettez, les doubles liaisons, ici les liaisons simples, etc. On voit donc l'acide aminé, c'est un acide, COOH, et une amine, NH2, qui sont les deux fonctions de base qui vont entrer dans sa composition. On voit qu'il y a ici un carbone central qui lui est lié à un hydrogène et qui est lié à un R. Donc ce R, on va expliquer ce que c'est. C'est tout simplement en chimie ce qu'on appelle un radical ou une chaîne latérale. Donc cette chaîne latérale, c'est elle qui va déterminer de quel acide aminé il s'agit, mais ils vont tous conserver cet aspect premier qu'on a ici. Il n'y a que le R qui va changer, et c'est ce R qui va déterminer donc les caractéristiques de l'acide aminé en question. Donc on verra après dans la vidéo les différents acides aminés, on en montrera quelques-uns. C'est pas tant, il ne faut pas retenir tous les acides aminés, ni leur composition, ni etc., ni leur classification, puisque vous verrez qu'ils sont classifiés en fonction du nom, c'est-à-dire ils ont un nom, glutamine, glycine, sérine, etc. Ils ont une classification à 3 lettres. Donc pour la glycine, ça va être GLY, pour la sérine, ça va être SER, etc. Nous le verrons. Et il y a une troisième classification qui est venue se greffer, et qui est une classification à une lettre majuscule, qui n'est pas forcément la première lettre du nom. On le verra. On va revenir par contre sur ce alpha, ce acide alpha aminé. Ça, c'est une question qui tombe souvent dans les QCM. On vous demande, on vous parle d'acide alpha aminé, ou on essaye de vous duper un petit peu sur le terme. Il faut bien donc retenir que c'est alpha aminé. Alors pourquoi alpha? Parce que en chimie, eh bien, on compte les carbones de la chaîne principale par opposition à la chaîne latérale. Donc les carbones de la chaîne principale, ils sont numérotés à partir de la fonction qui a le plus de poids entre guillemets. Je grossis beaucoup le truc, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le premier carbone qui va être rattaché à l'amine, ici, sera le carbone alpha. Puis on aura le carbone bêta. Ici, on n'a que 2 carbones sur la chaîne principale. Mais si on continue, si on avait un R ici qui allongeait un certain nombre de carbones, on partirait dans ce sens. Enfin, ça, c'est un peu ce que vous voyiez avant au lycée.
on ne va pas en parler ici parce que ça n'a aucun intérêt dans la pratique infirmière et encore moins sur les UE et sur les évals. Mais c'est important de comprendre pourquoi on appelle ça le carbone alpha. Et ce carbone alpha, donc le premier carbone qui est rattaché ici, il est dit asymétrique. Alors, il faut savoir qu'un carbone, en chimie, ça a 4 liaisons. On dit qu'il est tétraédrique, c'est-à-dire qu'il est capable de se lier à 4 trucs autour de lui. C'est une question d'encombrement, enfin, on ne va pas se poser la question. Ça n'a pas lieu. Ça n'a pas d'intérêt, pardon. Donc, ce carbone a 4 liaisons. À l'intérieur de l'acide aminé, il est dit asymétrique. Pourquoi? Parce que asymétrique, ça veut dire qu'il a les 4 branches qui sont autour de lui, qui sont liées à quelque chose de différent. Ici, on a une amine, un hydrogène, un acide carboxylique et un R, quel qu'il soit. Donc on a bien 4 choses qui sont différentes. Et ça va lui impacter un certain nombre de propriétés physiques et chimiques. On ne va pas rentrer dans le détail, vous pourrez aller développer ça dans les cours qui vous sont donnés, voir sur internet ou dans les bouquins. Ça n'a pas, encore une fois, d'intérêt dans notre pratique. Donc on n'en parlera pas. Par contre, il est important de retenir cette histoire de carbone asymétrique parce que c'est quelque chose qui est souvent posé aux évaluations. À côté de ce mot asymétrique, on parle aussi de chiral. Asymétrique et chiral, c'est la même chose. Chiral, pourquoi? Parce que chiros en grec, ou kyr en grec, c'est la main, et quelque chose de chiral, donc une molécule chirale, c'est une molécule qui n'est pas superposable à elle-même dans un miroir. Alors, pourquoi je vous parle de la main? Parce que kyr, c'est la main, et vous voyez bien que vos mains ne sont pas superposables l'une dans l'autre dans un miroir. C'est-à-dire que si on mettait le miroir de votre main, ce ne serait pas superposable. Preuve en est que si vous utilisez des gants, avec cette période hivernale, vous utilisez des gants, si vous mettez un gant de main gauche sur une main droite, vous verrez que ça ne rentrera pas. Ça ne va pas rentrer correctement, donc c'est pas superposable. C'est de là que vient en fait ce terme chiral, c'est des mains. Quand ça a été découvert, on a nommé ça en fonction de la main, et on s'est dit que c'était quelque chose qui n'était pas superposable comme des mains. Alors pas superposable dans l'image dans un miroir, mais ça veut aussi dire, et ça c'est une propriété qui a été découverte, c'est que ce carbone-là qui est asymétrique, qui est chiral, il a des propriétés ou des pouvoirs qu'on appelle rotatoires, c'est-à-dire qu'il est capable de dévier la lumière. En laboratoire, on fait passer un faisceau de lumière sur la molécule, on imagine ça comme ça, et il est capable de dévier la lumière. Et ça va permettre de tout un tas de choses, notamment ça va permettre de pouvoir différencier les différentes molécules, par exemple avec un spectrophotomètre ou des appareils que vous avez dans les labos, même les labos d'analyse médicale. Voilà. On va garder cette petite notion de pouvoir rotatoire un petit peu dans notre tête parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Ce qu'il est important aussi de maîtriser dans cette notion d'acide aminé, c'est que l'acide aminé, il a un caractère dit amphotère. Donc, on va prendre un peu l'étymologie. Amphotère, ça veut dire les deux à la fois. Il est capable d'être les deux à la fois. Alors les deux à la fois quoi? Mais il est capable de se comporter comme un acide
au sens chimique et comme une base. C'est-à-dire qu'il peut fournir et capter des protons. Alors pour celles et ceux qui adorent la chimie, vous reviendrez sur le cours qui concerne l'atome et vous comprendrez mieux l'histoire de acides et bases. C'est ni plus ni moins que des molécules qui sont capables de donner ou de prendre des protons. Donc dans la pratique, c'est des ions H+. Alors, s'il est capable d'être acide et base, c'est aussi ce qu'on appelle un ion dipolaire. Donc il a deux pôles. Et neutre parce qu'en fait, il a un pôle positif et un pôle négatif. Et on sait que dès lors qu'on a les mêmes, un petit peu les mêmes forces de chaque côté, eh bien c'est neutre. Voilà, c'est neutre, c'est quelque chose qui est équilibré. Mais c'est un ion parce qu'il est chargé. C'est-à-dire que là, vous avez votre molécule, votre acide aminé, qui est à l'état un petit peu moléculaire, mais dans la réalité, il y a une charge par ici et une charge par là. On verra comment dans les exemples qu'on va voir tout à l'heure. Mais il n'y a toujours pas besoin de le retenir. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est un ion dipolaire neutre, c'est-à-dire qu'il a une charge positive et une charge négative de part et d'autre de sa structure, ce qui va lui conférer un petit peu des capacités à se lier à un certain nombre de choses. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le terme de zwitterion. Alors Zwitter en allemand, Zwitter c'est l'hermaphrodite. Donc en fait c'est un ion, zwitterion, ion hermaphrodite, c'est-à-dire que l'ion il est à la fois positif et à la fois négatif, donc il est neutre. Je vous renvoie encore sur cette notion de cation et d'anion dans le cours sur l'atome et les ions. Ensuite, ce qu'il est important de repérer dans le cours sur les protides, c'est qu'il y a une association d'acides aminés. On a dit tout à l'heure que c'était une brique, l'acide aminé, et que dès lors qu'on l'associait, on allait construire des choses de plus en plus grosses. Donc dès lors qu'on va associer deux acides aminés entre eux, on va parler de peptides. En l'occurrence de dipeptides parce qu'on a deux acides aminés, de tripeptides parce qu'on en associe trois, de nonapeptides parce qu'on en a 9, etc. À partir du moment où on reste en dessous des 50 acides aminés associés, on parlera de peptides. Dès lors qu'on passe les 50, on parlera de protéines. C'est juste une dénomination. Alors, ce 50 là, il faut regarder dans vos cours à combien les enseignants le considèrent. Parce que certains parlent de 49, d'autres de 50. Il suffit de regarder dans votre cours, en fait, à combien on considère qu'on change de classe. C'est pareil, les peptides, on peut les diviser encore et parler d'oligopeptides à partir du moment où on est en dessous de 10 acides aminés et de polypeptides à partir du moment où on est entre 10 et 50, donc au-dessus de 10. Mais tout ça, ça n'est qu'une dénomination, une classification. Ensuite, on a dit que nos acides aminés, ils allaient se lier entre eux. Il faut bien qu'ils se lient pour construire un collier plus grand, un mur plus grand. La liaison qui va se faire entre les acides aminés, c'est ce qu'on appelle la liaison peptidique. Donc là aussi, souvent dans les QCM, on joue sur ce terme. On va vous mélanger les liaisons, par exemple, qui concernent les protides avec les liaisons qui concernent les glucides, exprès pour un petit peu mélanger les choses.
faut bien retenir ce terme de peptidique. On verra tout à l'heure schématiquement à quoi ça correspond, mais encore une fois, ça ne sert à rien de le retenir. Une notion qui revient aussi souvent, c'est cette notion d'acides aminés naturels. Donc les acides aminés naturels, c'est peut-être un des premiers mots que j'ai prononcé tout à l'heure. Naturel pourquoi? Parce qu'ils concernent le corps ou ils concernent, on va dire, la nature. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas synthétisées en laboratoire. Voilà, il faut se faire la différence comme ça. Retenez que ce sont les acides aminés qui sont présents dans le corps. Ce sera déjà très bien. Et ces acides aminés, ils sont de série, ce qu'on appelle de série L, sous le modèle de Fischer. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Fischer, c'est un chimiste qui a décidé de représenter les molécules, en particulier les protides et les glucides, en fonction d'un plan sur une feuille. C'est-à-dire que il a pris la molécule, il a placé cette molécule à plat, donc cet acide aminé à plat sur une feuille, et il s'est dit, eh bien, on va placer les choses comme ça, et en fonction de la position qu'aura la mine, le NH2, si elle est à gauche ou à droite à plat sur la feuille, eh bien ça voudra dire qu'on est sur une série L, donc lévogir de ce côté, c'est-à-dire, encore une fois, le pouvoir rotatoire, hein, la capacité de ce carbone asymétrique à dévier la lumière. Est-ce qu'il la dévie vers la gauche ou vers la droite? S'il est lévogir, série L. S'il est dextrogir, série D. Voilà, dextrogir, ça veut dire que dextro, c'est droite, et lévo, c'est gauche. Voilà, et en fonction de ça, on va classer en L ou en D. À retenir que les acides aminés du corps sont de série L, et on verra que c'est l'inverse pour les glucides, et là aussi on joue souvent sur ça dans les QCM. En fait, voilà, Fischer représente le carbone asymétrique ici, avec les NH2 et le COH, en sachant que ce qui est sur l'horizontale est quelque chose qui est situé en avant du plan, et ce qui est situé dans la verticale est en arrière du plan. Je rappelle que le carbone asymétrique, comme tous les carbones, est tétraédrique, c'est-à-dire qu'il a 4 liaisons et qu'il est en forme de pyramide. Donc vous imaginez quelque chose qui, en fait, les NH2 et le H sont de cette ligne-là sont vers vous, et l'acide avec l'autre hydrogène sont dirigés vers devant. Ils traversent la feuille. Autre petite chose importante, c'est cette notion d'acide aminé essentiel. Et on fait aussi le jeu entre naturel et essentiel. Essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas synthétisé par l'organisme. Quand quelque chose est essentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. Alors, pourquoi ils sont essentiels et pourquoi on ne peut pas s'en passer? C'est parce que, justement, on n'est pas capable de les produire. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'il va falloir, c'est des acides aminés qu'il va falloir qu'on absorbe de par notre alimentation. Ce n'est pas des acides aminés qu'on va pouvoir construire tout seul dans notre corps. Alors il y en a 8 chez l'adulte et 10 chez le nourrisson. Pourquoi il y en a 2 de plus chez le nourrisson? Eh bien parce que le nourrisson a un système de construction, de maturation des protéines qui est encore un petit peu incertain et qui n'est pas encore capable de synthétiser ces 2 acides aminés supplémentaires, et que d'ailleurs il va les trouver dans le lait de sa mère.
hein. Voilà, le lait maternel contient euh, particulièrement donc les 8 plus l'histidine et l'arginine, qui sont les deux supplémentaires chez l'enfant. Retenez qu'il y en a 8 chez l'adulte. N'allez pas retenir les noms, ça sert à rien. On peut en parler. Le tryptophane, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la valine, la leucine, l'isoleucine,